Bonjour. Donc c'est pour moi bien sûr un immense plaisir d'être là et merci beaucoup Daniel, bravo d'avoir mené là toute ces débuts de cours et puis tous les autres cours qui vont venir derrière. C'est un très beau travail d'essayer de rendre compte de toute la science qui a été développée autour de la conversion de l'énergie photovoltaïque. Alors, je vais commencer par remercier Daniel, bien sûr, avec qui on travaille depuis très longtemps. Effectivement, on a, depuis l'époque de l'électrochimie à l'ENSCP, puis après, nous avons créé des laboratoires, l'IRDEP, l'IPVF, et avec tout un tas de collègues. Alors, chaque fois que je regarde cette liste, je me dis, j'en oublie. Et c'est bien dommage. Mais il y a énormément de gens qui ont participé à toutes ces aventures-là et qui continuent. Je voudrais aussi remercier tous les collègues de la Fédération photovoltaïque avec lesquels, en premier lieu le C2N, avec lequel on travaille beaucoup sur les sujets que je vais présenter ici, mais également avec des collègues de Photon, GIPS, etc. Énormément de collègues qui sont extrêmement actifs sur ces sujets et de faire de ce photovoltaïque développer la science et la technologie pour aller toujours plus loin, ce qui est le sujet aujourd'hui. J'en profite pour mentionner qu'il y a une école des Ouches tous les 2 ans qui est organisée, donc si certains d'entre vous sont intéressés, c'est ouvert aux jeunes, aux moins jeunes, donc ce sera en mars-avril cette année. Il y a également beaucoup de collègues à l'international et des collègues, alors je voudrais aussi mentionner les collègues du Japon avec lesquels j'ai eu le plaisir d'avoir une aventure pendant 2 ans, effectivement, d'être à Tokyo et de développer beaucoup des choses là, que je vais présenter ici. Alors, la question que je vais traiter aujourd'hui, c'est les limites. Et c'est vrai qu'on est peut-être dans un monde d'hubris, où on se dit, quand on a des limites, c'est fait pour être dépassé, on en veut toujours plus. Et les limites, c'est aussi peut-être les points de repère qui sont importants dans des champs de connaissances. Et ça se base aussi sur la connaissance des limites de ce que l'on peut faire. Et c'est ça dont je voudrais parler. Vous avez certainement entendu parler que dans le photovoltaïque, les prix ont eu une décroissance énorme au cours des années. Ça s'est encore accéléré dernièrement, et Daniel en a parlé. C'est associé à ces investissements croissants qui ont été faits dernièrement, qui ont permis aussi des croissances des rendements. Et vous voyez, alors que c'était plat, parce que finalement, peut-être qu'il n'y avait pas trop d'équipes qui travaillaient dessus. Puis là, de nouveau, on a vu un regain. Et alors la question, c'est, évidemment, les rendements ne risquent pas de dépasser les 100%, mais finalement, quelles sont les limites de cette technologie du point de vue de ce que peut nous en dire la science. Alors, je vais prendre ça par différents aspects. Alors, évidemment, la première limite à laquelle on pense, c'est le rendement. Et le rendement, c'est le premier levier pour le coût, pour baisser les coûts. On voit que, par exemple, si on considère un coût de fabriquer des cellules solaires en mètres carrés et qu'on regarde ici les rendements, évidemment, le prix du watt, le prix de la puissance, le coût de la puissance, sachant que le soleil, on va recevoir, quand il fait beau, 1000 watts par mètre carré et pas plus. Ça nous donne un petit peu une idée du coût, effectivement, associé à cette conversion-là. En fait, il n'y a pas uniquement le module, il y a également des composants systèmes qui rendent encore, finalement, qui montent encore l'exigence finalement sur les rendements si on veut espérer avoir des coûts du watt produit photovoltaïque qui soient assez bas. Mais il y a également une autre question au fur et à mesure, et ça, Daniel en a parlé, en particulier dans la leçon inaugurale, un développement extraordinaire du photovoltaïque qui atteint des volumes et puis qui est attendu aussi pour produire, contribuer au mix énergétique. Alors même si on est à quelques grammes pour le silicium par watt, s'il y a beaucoup de terawatts, ça va faire beaucoup de grammes, et ça va faire des quantités qui sont énormes. Et donc ça aussi, il y a des questions qui se posent là-dessus, et je voudrais voir ce qu'on peut en dire à partir de la science fondamentale. Et puis un dernier point également aussi, non seulement il y a la question donc, associée à l'intermittence, à la question de le fait qu'on n'a pas du soleil tout le temps, et donc en fait, quand on regarde, on considère le watt solaire, c'est un watt, disons, normé, c'est ce que produit un panneau solaire lorsqu'il est exposé à une illumination standard de 1000 watts. C'est pas tout le temps. En France, c'est 15% du temps pour la plupart des installations. On va voir que là aussi, c'est un point qui est important, et là aussi, on va voir ce qu'on peut en dire. Donc, je vais traiter ces 2 points-là, les limites d'efficacité de la conversion photovoltaïque et les questions de soutenabilité. Alors, on va commencer par l'efficacité. Donc, l'efficacité des limites solaires, ça dépend un peu comment on veut on peut l'attraper par plusieurs morceaux. Daniel en a parlé donc, à partir d'une description des matériaux, et c'était vraiment très intéressant de regarder les structures d'énergie des matériaux. La science de la conversion de l'énergie, c'est la thermodynamique, et donc on peut regarder ce qu'en dit la thermodynamique.
Après, il y a toutes les questions d'optique également, hein, les questions d'optoélectronique également qu'on peut regarder. Donc là, c'était l'approche matériaux, l'approche optoélectronique, c'est l'approche que Daniel a présentée, c'est une approche qui est utile, mais qui ne nous permet pas forcément d'aller jusqu'au bout des limites qu'on peut envisager. Alors, si on considère une cellule solaire comme ici, hein, qui est finalement qui est connectée à un thermostat, si on essaie d'avoir une représentation thermodynamique qui est la Terre, et puis qui voit le Soleil, eh bien, on peut faire un petit rendement de Carnot. On lit que le rendement thermodynamique, enfin, de Carnot, ce serait 1 moins T température ambiante, la température de la cellule solaire divisée par la température du Soleil. Ça donne 95%. Et donc, c'est énorme. Alors, mais la question, c'est quoi la température du Soleil, d'accord? Et donc, après tout, et puis la cellule solaire ne voit pas que le Soleil, elle voit aussi tout le reste du ciel, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est des questions qui ont été résolues là-dessus, et il y a longtemps, hein, Kirchhoff, Planck et d'autres ont travaillé sur la thermodynamique du rayonnement. Sont arrivés avec le corps noir, hein, donc un corps qui est parfaitement absorbant et aussi parfaitement émetteur, va émettre une énergie rayonnée qui est proportionnelle par unité de surface et par unité de temps, qui va être proportionnelle à la 4e puissance de sa température, et une entropie, vous voyez ici, qui est 4/3 de sigma T3, donc qui est un petit peu plus finalement que E sur T, hein, d'accord, qui est normalement l'entropie qui est associée à un transfert d'énergie pure. Voilà. Et donc ça fait que finalement, lorsqu'on est à la concentration maximale, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a une cellule solaire qui voit le rayonnement solaire sous tous les angles, hein, donc qui est parfaitement, donc on a une relation simple entre les deux, donc on peut faire un petit calcul tout simple, et donc on peut corriger le rendement de Carnot, et on obtient une valeur ici qui est de 93%, qui est un petit peu corrigée par des termes par rapport à Carnot, de ces termes d'entropie qui sont un petit peu différentes pour le rayonnement de ce qu'elles sont, et donc ça se fait de manière classique. On va regarder, on a un flux entrant, on a une chaleur sortante qui est telle qu'on est à l'entropie, que l'entropie entrante est égale à l'entropie sortante, donc pas d'entropie de production d'entropie à l'intérieur, et puis un travail qui est tel que l'énergie totale est conservée, et donc on peut tout à fait mener ce genre de calcul. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une limite de la concentration solaire. Hein. On peut penser qu'après tout, si on prend une lentille suffisamment grande ou si on prend suffisamment de miroirs, on va pouvoir concentrer la lumière solaire autant qu'on veut. En fait, il n'en est rien, bien sûr. On ne peut pas chauffer un point plus chaud que le Soleil lui-même. Donc ce serait contraire, hein, au principe de Carnot. On ne peut pas également avoir un Soleil qui occupe dans le ciel une surface ou un angle solide plus grand que 4π. D'accord ? Et donc, en fait, ça donne une limite à la concentration solaire, et elle est de 46 000 fois, et on peut pas, 46 500 fois, et on ne peut pas aller au-delà. Alors, le problème, c'est que Carnot, Landsberg, cette approche que je vous ai présentée, c'est une efficacité, mais il n'y a pas de puissance. Si vous vous rappelez Carnot, comment on dérive Carnot pour arriver à cette idée d'un rendement optimal, eh bien, on dit que tout ce qui est fait, c'est une évolution qui est quasi statique, qui est réversible, très proche de la réversibilité, qui est quasi statique. Et donc, quand on est quasi statique, on va très très lentement, et donc en fait, on ne développe pas de puissance. Hein. Toute puissance est associée à de la dissipation. Quand on fait passer un courant électrique dans une résistance, RI carré, hein, on a une dissipation qui est proportionnelle au carré du flux, et ça, c'est une loi qui est assez générale. Donc, s'il n'y a pas pour avoir de la puissance, il faut avoir du flux. S'il y a du flux, il y a de la dissipation. D'accord ? Et donc, pour aller un petit peu plus loin, il y a une petite amélioration qui est une approche endoréversible. Qu'est-ce que ça veut dire, l'approche endoréversible ? C'est on considère qu'il y a une partie qui est réversible de la conversion, mais on considère qu'il y a quand même, associé à ce transport d'énergie, hein, comme le courant électrique par exemple, on a le transport d'énergie génère une dissipation qui est incompressible, et donc on peut faire un calcul en prenant en compte cette dissipation qui est associée au transport d'énergie. Quand on fait ça, alors en utilisant les mêmes règles que tout à l'heure, hein, on peut arriver à un rendement qui a cette fois cette forme-ci. Donc cette forme-ci, ça c'est le flux de chaleur. On considère qu'on a le Soleil chauffe une source qui a une température inférieure, et puis celle-ci va pouvoir de manière quasiment réversible produire du travail avec donc on a une source et on a un puits, une source chaude et une source froide, entre lesquelles on a quelque chose qui est quasiment réversible. Et là, on arrive quand même à des rendements qui sont très très élevés. Alors ici, on a une température qui est ce qu'elle est, mais on arrive à des rendements qui sont de 85%.
Alors 85%, ça reste quand même très très bien et très très loin de ce qu'on a fait. Et puis en fait, est-ce qu'on peut faire mieux? Ben oui, parce que là, on a considéré que la source froide, c'était notre environnement ambiant. Mais en fait, une cellule solaire, elle voit le soleil, mais elle voit aussi le reste du ciel. Le reste du ciel est transparent dans certaines longueurs d'onde, et vous savez que, donc si je peux revenir ici, hein, vous voyez qu'en fait, ce ciel-là, alors très très loin, il est à 3 Kelvin, et donc ça fait une température qui est très très froide, et donc si je peux profiter, par rayonner vers la source froide, à travers l'atmosphère, finalement vers le vide intersidéral, eh bien on peut avoir des rendements qui sont meilleurs, puisqu'en fait ma source froide peut être plus basse que 300 K, et à la limite, on aurait 99%, donc avec ce type de système. Alors ça existe, ça a été démontré, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais ça s'appelle le refroidissement radiatif, et il a été démontré par des Californiens, Chandru Fan, en fait avec de la photonique et quelque chose qui était adapté avec des émetteurs sélectifs, des émetteurs optiques sélectifs, des cellules solaires, donc bien adiabatiques, etc., qu'on pouvait être à 50 Kelvin en dessous de la température ambiante, et donc avoir une cellule solaire qui fonctionne, mais qui rayonne aussi vers l'espace, dans laquelle on peut baisser sa température. Voilà. Donc ça, je passe. Donc il y a des analogies. Donc la thermodynamique, c'est bien, surtout que ça ne nous dit pas comment ça marche. On passe à quand on veut fabriquer un dispositif concrètement, on fait ce qu'a présenté Daniel. On prend des matériaux, on regarde les niveaux d'énergie, on regarde comment on peut les combiner. D'accord ? Et donc ça, il y a des analogies hydrauliques, on peut faire des analogies chimiques. Je ne vais pas en parler, je les ai mis là pour référence, ce sera en ligne, et puis aussi s'il y a des questions. Alors, si on veut regarder un système avec des niveaux d'énergie, les matériaux réels, ils sont complexes. Et Daniel en a parlé, il y a des niveaux de bandes, il y a des bandes d'énergie qui, en plus, suivant la direction des électrons, ne sont pas exactement au même niveau, etc. C'est extrêmement compliqué. Mais en physique, on aime bien prendre des modèles très très simples. Et quand on veut prendre un modèle simple d'énergie, on va prendre un modèle à 2 niveaux. Et donc, considérons un système à 2 niveaux. Donc, j'ai un niveau bas, peuplé, à l'obscurité, et puis il peut absorber des photons, et donc on peut pomper des électrons du niveau bas vers le niveau haut. J'ai 2 énergies possibles. Si j'ai des photons qui sont accordés à cette différence d'énergie, eh bien, on a des transitions possibles. Et puis, ces électrons-là, si j'ai un contact, je peux les extraire. Ou au contraire, je peux en injecter par le niveau bas, et donc j'ai un prototype, un système très très simple de cellules solaires. On peut montrer que dans ce système-là, c'est un peu plus général, que finalement la différence de potentiel électrochimique, la tension, la différence de potentiel électrochimique ou la différence des quasi-niveaux de Fermi, ici, comme Daniel l'a expliqué, entre les électrons qui sont à ce niveau-là et ce niveau-là, sont reliés. Donc cette différence-là, mu, c'est un potentiel chimique, et que c'est le potentiel chimique de la lumière qui est en régime permanent, en quasi-équilibre, avec ce système à 2 niveaux pour une séparation donnée de quasi-niveau de Fermi. D'accord ? Donc si je suppose, je prends un système à 2 niveaux, très très simple, je n'ai pas de chute atomique, je n'ai pas d'absorption de parasites, je considère que les électrons peuvent monter ou descendre uniquement sous l'effet du rayonnement. Donc si un électron descend, c'est qu'on a un photon qui est émis. Dans ce cas-là, on voit que le courant électrique, c'est simplement de l'algèbre toute simple, conservation, règle de conservation. Donc mon courant électrique, c'est simplement la différence entre les photons qui rentrent et les photons qui sortent. Il se trouve qu'on peut, et je ne vais pas le faire aujourd'hui, enfin je n'ai pas le temps de le présenter, mais j'ai des transparents là-dessus si vous voulez en discuter. On peut montrer qu'il y a un potentiel, que le flux émis est relié à ce potentiel chimique de photons d'une manière très très simple, universelle. Vous voyez ici, qui fait intervenir en fait quelque chose qui ressemble au corps noir, avec un facteur d'occupation là pour les photons, et puis un potentiel chimique de radiation qui est effectivement lié à la différence des quasi-niveaux de Fermi, donc à l'excitation, à la mise hors équilibre finalement des électrons dans le système. Voilà. Et puis un flux absorbé qui dépend du flux généré. Et donc on a un système avec un potentiel chimique de photons. Et donc vous voyez qu'il y a aussi, on voit commencer à apparaître une espèce de dualité entre une description avec le potentiel chimique des photons ou le potentiel électrochimique des électrons, dont je vais parler un petit peu davantage. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, et ça Daniel en a parlé très bien, il a montré l'équation de la diode de Shockley. La diode de Shockley, ce n'est pas exactement l'équation que je vous ai montrée ici, c'est une simplification de l'équation que je vous ai montrée avant et un petit peu plus précise. Mais si on veut quelque chose de plus simple, on peut considérer qu'effectivement, on a une espèce de réaction chimique entre des photons
et qui crée une paire électron-trou. Hein, c'est une espèce de photodissociation ici. On a un électron avec son trou ici associé, puis on a une photodissociation. Et donc, quand on a une réaction chimique, si on est en quasi-équilibre, finalement, on doit avoir un delta G qui est égal à 0, donc le potentiel chimique des photons qui doit être égal à cette différence-là. Donc on retrouve cette question-là. Et si j'écris maintenant le bilan détaillé, je peux écrire que avec une cinétique de retour à l'équilibre qui serait d'ordre 1, on va dire que la concentration, l'émission doit être proportionnelle au produit des électrons et des trous. Hein, puisqu'on a une cinétique d'ordre 1, plus j'ai d'électrons et plus j'ai de trous, plus je vais avoir d'émissions, eh bien on peut retrouver également cette condition-là, que le flux émis dépend de la différence des quasi-niveaux, enfin exponentiellement, de la différence des quasi-niveaux de Fermi. Donc en fait, on retrouve bien le fait que cette équation de Shockley, qui est vraiment là maintenant exactement celle que vous a présentée Daniel, c'est aussi, on peut la retrouver comme une loi d'action de masse. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. Donc cette loi d'action de masse que j'ai présentée, donc on a, si on regarde maintenant la puissance, il y a le produit courant-tension, comme l'a expliqué Daniel, hein, il y a un maximum, on peut essayer de savoir quel est ce maximum et de quoi dépend-il au niveau le plus fondamental. Alors au point de fonctionnement maximum, donc on a effectivement cette puissance, sa dérivée doit être égale à 0, donc on peut l'écrire ici avec un courant, on va avoir un courant optimum et une tension optimale. D'accord ? Et donc, on va également, ça va être associé à un potentiel chimique de photons ou à une tension qui va être optimale, une distribution de photons qui sont optimales, donc qui sont notées, donc c'est une distribution avec distribution de Bose ici. Alors, on peut faire et on peut avoir ici un VOC que l'on peut calculer aussi. On voit, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est associé au gap, c'est-à-dire enfin, la différence d'énergie entre les deux niveaux, hein, mon système à deux niveaux, et puis un facteur de Carnot. Ici, très intéressant, que l'on retrouve de manière fortuite, enfin qui n'est peut-être pas si fortuite que ça. Alors, on peut faire pas mal de calculs, ce système-là est parfaitement soluble, vous avez les équations, si vous voulez, vous pouvez les résoudre très facilement, et en fait, on peut, pour chaque énergie, on peut les résoudre, et si vous regardez, alors peut-être je reviens ici, si vous regardez, en fait, dans ces équations-là, il intervient finalement quoi ? Il intervient l'absorptivité du matériau, mais en fait, il s'avère qu'elle sort des équations, et puis en fait, il n'intervient que des constantes fondamentales. Ce qui, pour un système qui a la limite radiative, finalement, le flux qui est émis, c'est la loi de Cornois. La loi de Cornois, elle dépend de quoi ? Elle dépend de constantes fondamentales, et elle dépend uniquement de l'énergie à laquelle, l'énergie de séparation, et puis de la température. Et donc, c'est bien le cas. Ici, on va retrouver que le potentiel chimique optimum, si vous voulez, donc cette tension optimale, à partir de laquelle on peut aussi trouver le courant optimum, donc ce point-là est complètement déterminé à la fois par l'énergie à laquelle on considère. Donc pour chaque énergie, il y a un potentiel chimique optimum. Le potentiel chimique, c'est, si vous voulez, c'est le travail extractible. Hein, le potentiel chimique, c'est combien de travail on récupère lorsqu'on fait cette opération-là. C'est le delta G, c'est l'énergie libre par particule extraite. Et donc, ce potentiel chimique optimum que l'on peut récupérer, eh bien, il dépend, là, ici, où j'ai tracé pour un soleil, il va dépendre de l'intensité des photons. Vous voyez qu'il y a ici le flux de photons, l'occupation hein, des états photoniques incidents sur le système à deux niveaux. Il dépend de l'intensité des photons, il dépend de l'énergie, et puis, évidemment, il dépend, alors c'est masqué ici, je n'ai pas calculé, mais il dépend aussi de la température, en fait, puisque vous avez un terme de température ici masqué. Alors, ça n'apparaît pas directement quand on le fait en facteur d'occupation, mais en fait, c'est dedans. Voilà. Donc en fait, on a une espèce de courbe un peu universelle, là ici tracée pour un corps noir qui est à un soleil, un corps noir qui serait dilué, ou ici à pleine concentration, ici c'est la dernière courbe, la concentration maximale, vous avez quasiment, alors vous voyez que c'est des courbes qui ressemblent à des droites. Et donc on reviendra après, ça, c'est une propriété qui est intéressante. Donc on peut, à partir de là, une fois qu'on a fait deux niveaux, on peut regarder qu'est-ce qui se passe pour des bandes de niveaux. Donc on garde les mêmes hypothèses. C'est quoi la différence? C'est qu'au lieu d'avoir deux niveaux plutôt que, enfin deux bandes plutôt que deux niveaux, on va considérer que tous les niveaux ici dans chaque bande sont en équilibre entre eux. Et donc tous les niveaux en équilibre entre eux, tous les niveaux bas en équilibre entre eux, ils sont en équilibre, donc ils partagent
le même niveau de Fermi, hein, ils partagent la même température, et donc on peut faire le même genre de calcul, il suffit d'intégrer sur les densités d'état, c'est assez simple, et donc on peut retrouver des expressions, on peut retrouver également des expressions pour le flux émis et le flux absorbé, donc on retrouve les mêmes lois simplement en intégrant sur les densités d'état, et donc faire apparaître l'absorptivité qui va dépendre de l'énergie, comme Daniel en a parlé. Voilà. Et vous voyez que là aussi, on peut avoir, pour un système qui a la limite radiative, une représentation duale entre une représentation classique avec les électrons, donc avec une tension, une puissance qui est le courant électrique fois la tension électrique, et donc qui va s'exprimer en fonction ici de cette loi, enfin, donc, qui donne Shockley à la limite dans certaines limites, mais on peut aussi l'exprimer avec le flux de photons de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut avoir une puissance exprimée à partir de la puissance, enfin exprimée en termes, disons, induits par ce que l'on peut mesurer sur les photons, donc potentiel chimique des photons et des flux de photons, c'est complètement équivalent. Alors, donc ça c'est une représentation très très physique, très macroscopique. Quand je suis rentré dans le domaine, c'est une expression qui n'existe plus beaucoup, on disait pile solaire à un moment donné, peut-être certains d'entre vous ont entendu cette expression-là, et qui laissait entendre qu'une cellule solaire était un petit peu comme une batterie. Eh bien, d'une certaine manière, c'est vrai. Et ce que vous a présenté Daniel tout à l'heure, on peut aussi l'interpréter comme une batterie. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Quand on fait une jonction PN, on a un matériau. Alors, on a un matériau qui est riche dans une batterie, on a un matériau qui est riche en électrons, et on a un matériau qui est pauvre en électrons. Un matériau riche en électrons, la cathode, un matériau pauvre en électrons. Et donc, on fait circuler des électrons, comme on le fait dans une jonction PN. On envoie des électrons d'un matériau riche en électrons vers un matériau pauvre en électrons, et on décharge la batterie. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait dans une cellule solaire? Donc, et donc, on a un système, on contrôle, hein, puisqu'il y a une interface qui ne laisse pas passer les électrons. Puis, quand on met le contact, les électrons peuvent passer de ce niveau-là. Donc, ça, c'est la batterie déchargée. Et puis, quand elle est chargée, donc on charge, pour charger la batterie, on prend des électrons ici, on les met là. Et puis ensuite, si on coupe ici le fil, enfin, on ouvre l'interrupteur, et puis si on le referme, spontanément, les électrons qui sont là vont revenir dans l'autre électrode. Et donc, on a une batterie. Dans une cellule solaire, et là c'est ce que vous a montré Daniel, j'aurais pas rêvé meilleure introduction pour expliquer, pour donner une vision un peu synthétique hein, des cellules solaires, donc d'une cellule solaire qu'on peut construire avec des matériaux, semi-conducteurs, des métaux avec des molécules organiques. Daniel vous l'a montré, maintenant on sait faire des très bonnes cellules solaires et de mieux en mieux avec une vaste panoplie finalement de matériaux bien plus grande que ce que l'on avait il y a quelques années. Alors qu'est-ce que l'on a dans un matériau? On a en fait au départ, vous voyez la cathode et l'anode finalement, c'est le même matériau, c'est les états pleins et les états vides du semi-conducteur. Lorsque l'on pompe avec des photons, on va enrichir ici la bande de conduction en électrons, on va appauvrir la bande de valence en électrons, et donc finalement on a créé l'équivalent d'une batterie qu'on a chargée en une fraction de seconde et qui peut se décharger tout aussi vite, hein, voilà, avec un certain temps de latence, mais pas très loin. Et donc en fait, toute l'astuce, c'est une fois qu'on a peuplé cette bande de conduction, c'est de faire en sorte que les électrons aillent plus vite pour relaxer vers l'état fondamental, en passant par le circuit extérieur, en faisant du travail, en allumant une lampe, en faisant tourner un ordinateur, en chargeant une batterie, plutôt qu'en retombant directement ici. Alors ça ne paraît pas évident, hein, on se dit que il y a quand même un petit peu de travail. Et en fait, ça marche assez bien. La preuve, c'est qu'on a des cellules solaires qui sont quand même très efficaces. Hein. Ça marche assez bien en faisant exactement ce qu'a expliqué Daniel, c'est-à-dire en ayant des matériaux avec une bonne mobilité, une mobilité suffisante par rapport à la durée de vie, de sorte que les électrons aient le temps d'atteindre une électrode sélective, c'est-à-dire qu'on va mettre, évidemment, Daniel a parlé d'hétérojonction, et ça, c'est un élément qui est clé. En fait, il faut penser que dans une cellule solaire, il y a deux contacts. Et donc, en fait, c'est une double hétérojonction. Il faut qu'on récupère les électrons d'un côté et qu'on récupère les trous de l'autre. Et la meilleure manière pour le faire, c'est de créer une hétérojonction d'un côté qui va récupérer les électrons avec une barrière pour les trous, et une hétérojonction de l'autre côté qui va récupérer les trous avec une barrière pour les électrons. Et si on fait ça, eh bien, on va avoir effectivement que les électrons sont suffisamment mobiles, on va les récupérer ici, et on va récupérer les électrons ici, puis ils vont passer dans le circuit extérieur plus vite que ce qu'ils vont faire pour se recombiner. Et c'est comme ça que marchent les cellules solaires.
Alors, quand on envoie un photon, ben ça, je ne vais pas répéter hein, ce qu'a dit Daniel. Donc, en fait, on a ce processus-là qui est extrêmement rapide, femtosecondes d'absorption. Et puis ensuite, on a ces phénomènes de cascade, ici, de thermalisation. Et puis ensuite, donc dans un deuxième temps, et puis ensuite, il y a la collecte. Hein, la collecte donc, qui est en compétition avec la recombinaison, donc avec des constantes de temps qui vont dépendre du matériau. Vous voyez qu'il y a des temps qui sont extrêmement rapides sur l'absorption, très rapides également sur la thermalisation, et puis ensuite on a des temps qui sont nanosecondes, microsecondes, qui sont les temps sur lesquels les porteurs doivent être récupérés de manière à efficacement être en compétition au positif, gagner la compétition par rapport à une relaxation directe ici. Alors, ce modèle, je vous l'ai montré pour la diode à deux niveaux, ce modèle de Shockley-Queisser qu'a présenté Daniel, donc il correspond à l'équivalence, je l'ai montré pour un modèle à deux niveaux, mais pour deux bandes de niveaux. Donc si je prends un semi-conducteur, ce semi-conducteur est défini par un gap, hein, par un seuil d'absorption. Donc il faut faire varier ce gap-là. On voit qu'on va avoir, donc c'est un modèle qui a été fait par Shockley-Queisser en 1961, donc c'est une idéalisation, on considère qu'on a un photon donne une et une seule paire électron-trou, seulement si l'énergie du photon est plus grande que le gap. Dans ce cas-là, on a une stoichiométrie parfaite. Hein. Un photon, c'est une paire électron-trou, pas plus, pas moins. Et puis, on a une absorption abrupte sur le gap. Et donc, quand on fait ça, finalement, on n'a qu'une seule... tous les matériaux sont décrits par une seule variable, qui est le gap. Il n'y en a pas d'autre. On considère également un fonctionnement isotherme, des collectes idéales, etc. Et donc on peut, dans ce cas-là, décrire la fraction, très simplement, la fraction qui est non absorbée, donc plus le gap est grand, moins on absorbe de photons. Plus il est petit, plus on va thermaliser les paires électrons-trous qui vont perdre, jusqu'à arriver au niveau du gap, hein, l'excédent d'énergie. On a une partie qui est rayonnée, puisque chaque fois que si on absorbe, on a une probabilité de recombinaison, donc là on considère que les recombinaisons radiatives qui est la limite, d'accord. Et puis il y a une partie là ici d'entropie que je discuterai peut-être un petit peu tout à l'heure, qui est liée à la collecte et qui dépend de la concentration de la lumière, qui est un terme qui est à la fois lié à l'étendue, mais aussi à d'autres phénomènes entropiques à l'intérieur des cellules. Et là vous voyez, donc on a un rendement qui, sans concentration, avec un spectre normal, donc avec le spectre AM1.5 ici, donc donne un rendement qui a un pic autour de 33%. Et ici, vous voyez là, les très bonnes cellules silicium, arsenure de gallium, qui sont très proches de cette limite-là. Et donc, on a des systèmes qui sont déjà efficaces. Et donc, dans ce système-là, on peut l'améliorer, le rendre un petit peu plus précis en considérant que seulement les propriétés optiques, c'est-à-dire l'indice optique, le coefficient d'absorption, rentrent. On peut avoir des modèles un petit peu plus précis sur ces choses-là, sur les cellules solaires. Voilà. Et donc, le fait de dire que les cellules solaires sont au premier ordre, hein, déterminés uniquement par leurs propriétés optiques. Et c'est avec ça qu'on peut finalement déterminer le rendement. Ça permet d'avoir le fonctionnement des cellules solaires qui soit accessible par des techniques de luminescence, comme je l'ai montré en jouant sur cette dualité entre une représentation, enfin sur ce qu'on peut observer à partir des électrons, ce qu'on peut mesurer avec des voltmètres, ampèremètres, ou ce qu'on peut mesurer avec des caméras à partir des photons qui sont émis par la cellule. Alors, les différentes pertes que je viens de mentionner, là, ici, hein, dans la fraction de puissance, thermalisée, transmise, etc., en fait, là, elles sont représentées au point optimal, au point de fonctionnement optimum. En fait, elles vont dépendre, si vous voulez, là, ici, si je prends la puissance en fonction de la tension pour une cellule donnée, hein, d'un gap donné, ici, GAS, pris comme référence, hein, vous voyez qu'en fait, en fonction du point de fonctionnement, eh bien, on a à 0, on collecte tout, on recombine rien. Par contre, plus on a de plus en plus de puissance jusqu'au point de fonctionnement maximum. Et puis ensuite, vous voyez qu'à VOC, on recombine tout et on collecte plus rien. D'accord, voilà. Et donc en fait, cette recombinaison dépend du point de fonctionnement auquel on travaille. Voilà. Et donc là, vous avez le positionnement, donc en fait les différents matériaux ici qui ont été positionnés par rapport à l'état de l'art et par rapport à leurs limites de rendement théorique ici. Donc vous allez avoir des cellules avec une tension plus élevée quand on a des gaps plus grands et des courants plus élevés quand on a des gaps plus petits. Alors, je veux bien revenir un petit peu très rapidement, parce que c'est une question, enfin moi qui m'intéresse beaucoup, qui m'interroge, sur cette espèce de dualité que l'on a entre une vision par les photons, et j'ai développé beaucoup de choses sur la photoluminescence avec nombre de collègues, dont ceux qui étaient mentionnés dans l'introduction, la page de remerciement, en réalisant qu'effectivement,
ce qu'on peut mesurer, enfin historiquement, les cellules solaires, on les mesurait électriquement. Hein, on a un voltmètre, on mesure la puissance, on mesure un courant, on mesure une puissance, et on mesure une cellule solaire, et ça, c'est cette caractéristique IV. Vous avez courant, tension ici, cette caractéristique IV ici, avec un courant de court-circuit à V égale 0, et puis VOC ici, lorsque I est égal à 0. C'est la base, et c'est la première mesure que l'on peut faire. Si on se place toujours dans la limite radiative, alors je vais expliquer après hein, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus dans cette limite-là. Quand on se passe cette limite, à la limite radiative, eh bien vous voyez qu'effectivement, au point de fonctionnement, à n'importe quel point de cette courbe-là, eh bien, j'ai à la fois du courant électrique, j'ai des photons. Ici, j'ai des photons qui sont. Donc ici, tous les photons sont absorbés, collectés, j'ai beaucoup de courant. Et puis ici, on va avoir de plus en plus de recombinaisons qui vont se traduire par une émission de photons. Et puis, si j'étais ici, j'aurais tout ce qui est absorbé, chaque photon absorbé est réémis, et c'est la tension à la tension de circuit ouvert. Et donc, cette dualité, là, ici, la puissance au point de fonctionnement optimum, ça, c'est la puissance. Cette partie-là, j'ai des photons qui sont émis, c'est du courant en moins. D'accord ? Et puis là, ici, j'ai une entropie qui se décompose à une entropie liée au transport de charge et une entropie liée à l'émission de photons. Deux termes d'entropie ici que l'on peut quantifier ici et qui correspondent aux pertes de la cellule. Et donc l'on peut traduire aussi bien en termes de photons ou en termes d'électrons, puisque ce point-là peut être déterminé à la fois par le nombre de photons qui est émis ou par le nombre d'électrons qui est collecté. Donc c'est deux représentations possibles. Donc on a la représentation classique, c'est la cellule, c'est un système avec des fermions, des électrons qu'on cherche à collecter et on pense au courant électrique. Et donc avec une caractéristique IV, des réponses spectrales. Et cette vision-là donne accès aux paramètres cinétiques, aux paramètres de transport dans la cellule solaire. On va faire de l'impédance. On peut faire tout un tas de mesures électriques, par exemple, qui vont nous donner accès à ces paramètres-là. Mais en fait, on peut aussi considérer que la cellule solaire, c'est quelque chose qui émet des bosons, des photons. Désolé, c'est un petit peu masqué, je corrigerai après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les photons sont émis en chaque point de la cellule. Lorsqu'on fait une mesure électrique, on a une mesure qui est globale. On a un flux global, un flux moyen d'électrons. Quand on a des photons, chaque point de la cellule émet de la lumière, et donc on peut avoir une vision locale de la cellule solaire. Et comment on le fait ? Alors ici, vous avez une cellule solaire qui est éclairée, c'est une cellule GAS, avec ici une électrode, donc on peut regarder ce qui se passe du point de vue électrique. Et puis chaque point, on a mis au point un appareil qui en chaque point mesure un spectre de luminescence. Et à partir de ce spectre de luminescence, donc en utilisant les lois que je vous ai montrées tout à l'heure, on peut extraire à la fois la température des porteurs, le potentiel chimique, donc la tension, la différence entre les potentiels, les niveaux de Fermi, électrons et trous, localement. Et donc on peut le faire en chaque point de la cellule solaire. Et donc on a accès directement aux paramètres thermodynamiques de la conversion de l'énergie photovoltaïque. Et on a de nouveau ce lien, cette correspondance entre les bosons de la cellule et ses fermions, donc potentiel chimique et différence de niveau de Fermi entre électrons et trous. Voilà. Alors ça, c'est bien, ça c'est un peu le cas idéal. Qu'est-ce qui se passe ? Donc je vous ai parlé de limite radiative. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans la limite radiative ? Alors vous voyez déjà qu'on commence à avoir, et ça encore c'est une courbe qui est ancienne, qui date de 2016, je crois, mais qu'on pourrait mettre à jour. Il y a des matériaux, les matériaux sont améliorés tous les jours quasiment, et donc ces points-là, ils montent un peu. Alors sur une échelle logarithmique, on ne le voit pas, mais vous voyez qu'on commence à se rapprocher de la limite radiative. Donc en fait, qui sera à 10 puissance 2 ici, qui sera à 100%. Donc ça ici, c'est le rendement quantique de luminescence, la probabilité pour qu'une paire électron-trou en se recombinant donne un photon plutôt que de la chaleur. Et ça, c'est le rendement de conversion de la cellule solaire. Et vous voyez, pour toutes les technologies, vous avez un lien direct entre le rendement quantique de luminescence et, pour les meilleures cellules et le rendement de conversion d'énergie solaire. Donc en fait, on peut voir ce rendement de conversion, c'est un petit peu un facteur multiplicatif sur les pertes. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'en échelle logarithmique, ça donne quelque chose qui est une droite. On va avoir un terme qui va dépendre du log
du rendement quantique. Et donc, le modèle que je vous ai présenté, et d'ailleurs, c'était déjà dans le papier de Shockley-Queisser, on peut rentrer un terme, ce terme multiplicatif sur les pertes, et effectivement extrapoler ce qui se passe au cas où on n'est pas dans le cas d'un rendement radiatif de 100%, mais qu'on considère une fraction, un branching ratio, enfin les deux possibilités d'avoir une probabilité d'avoir soit un rendement radiatif, soit non radiatif par rapport à la recombinaison des paires électrons-trous. Voilà. Donc, si je prends maintenant pour une cellule, pour un système, enfin, je reviens sur le système à deux niveaux. Donc, je vous ai montré un petit peu comment on obtient les rendements des cellules solaires de manière classique pour les cellules idéales avec le modèle de Shockley. Comment on peut l'extrapoler au cas pour des matériaux qui sont un peu moins idéaux. Après, il y aurait d'autres non-idéalités. Il faudrait entrer les problèmes d'interface, tous les problèmes dont Daniel a parlé qui sont extrêmement importants. Là, je vous montre un peu le monde idéal, puisqu'on cherche les limites. Donc, on peut se dire que ces résistances série, ces résistances shunt, ces défauts qui font des recombinaisons non radiatives, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, qu'on peut améliorer, mais la limite radiative, ça c'est une limite dure. On aura forcément une recombinaison radiative si on a une absorption. Et ça, on peut rien faire, d'accord ? Ça, c'est vraiment un principe fondamental de la physique, c'est la micro-réversibilité, on peut pas y échapper. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment... je vous ai présenté le rendement endo-réversible tout à l'heure, 85%, et je vais vous montrer en fait que le rendement ultime auquel on peut rêver, il est de 87%. Alors, on peut discuter. Il y a des propositions, je ne vais pas en parler aujourd'hui, il y a des propositions de dire on peut peut-être aller un petit peu au-delà. Mais l'idée, c'est qu'on peut déjà arriver à 87%. Alors, comment on arrivera à 87% de rendement sous concentration, ou quasiment 70% sans concentration? On peut considérer qu'effectivement, je l'ai dit, pour chaque photon, considérant son énergie, son flux, la température de la cellule, il y a un potentiel chimique, un travail par paire électron-trou collecté. Il y a un travail optimum que l'on peut espérer récupérer. Donc ça, c'est l'énergie du photon, ça, c'est le potentiel chimique optimum. Ça, ce serait, si j'arrivais à récupérer l'intégralité de l'énergie du photon qui est absorbée, ce n'est pas possible. Thermodynamiquement, ce n'est pas possible, mais on peut récupérer une certaine fraction. Et vous voyez que voilà, c'est une droite que je peux fitter à peu près, sur laquelle on peut faire une régression, quasiment une régression linéaire. Alors si on a un spectre à M1.5, il y a des bandes ici d'absorption, donc on a un petit peu des pertes, mais vous voyez qu'en gros, sur la plus grande partie du spectre utile, c'est une droite. Et donc je récupère une fraction, et c'est à peu près un facteur 0,7. C'est-à-dire qu'en fait, le potentiel, le travail récupérable par rapport à l'énergie du photon, c'est à peu près 70%. D'accord ? Donc ça, c'est la moyenne si j'intègre sur le spectre. Si je fais un calcul plus précis, j'arrive à 67,8. On peut mettre après des chiffres encore après la virgule, ça n'a pas beaucoup de sens. Et vous voyez que ça, ce serait si j'arrivais à collecter, donc si j'arrivais à mettre un système à deux niveaux optimal, à la limite radiative, pour chaque longueur d'onde, on serait à 70% de rendement. Alors évidemment, ça ferait beaucoup de cellules solaires à fabriquer. Alors, on ne va pas faire comme ça, mais ça donne une idée de dire, et c'est vrai que plutôt que d'avoir une seule cellule qui essaie de convertir tout le spectre solaire et puis qui fait une espèce de moyenne entre des choses qui ne sont pas du tout converties, des choses qui sont converties peut-être à 70%, et puis des photons, après, à cause de la thermalisation, quelque part, ça sature. Et donc, on a un rendement moyen qui va être plutôt de 30%. Peut-être qu'en prenant plusieurs matériaux, on peut arriver à avoir une conversion photovoltaïque qui est finalement optimisée. Donc, arriver à la fois mieux couvrir le spectre solaire, éviter la non-absorption et limiter la thermalisation. Donc là, vous avez par exemple un schéma simple, ce serait d'avoir le spectre solaire, et bien on met des miroirs dichroïques, on met un prisme, ce qu'on veut, et puis on envoie des bandes de longueur d'onde. Donc ici, le bleu, on va l'envoyer sur une cellule qui a une bande interdite qui est grande, qui va capter le bleu, et puis le vert va passer à travers, et puis va être envoyé sur une deuxième cellule, etc., etc. Et donc on peut mettre 2, 3, 4, 5, 6 cellules de cette manière-là, ou on peut les mettre de manière plus simple, et technologiquement, c'est plutôt ce qu'on fait. On va les superposer. Celle-là, par exemple, celle-ci va récupérer le bleu et va filtrer le bleu et va laisser passer les autres longueurs d'onde qui vont être utilisées par d'autres cellules. Donc, et chaque cellule va récupérer une fraction de l'énergie, d'accord, de l'énergie solaire incidente. Et donc, ça permet de tirer mieux parti des longueurs d'onde incidentes. Et vous voyez, à l'état de l'art,
si je prends un spectre AM1.5 ou si je prends l'efficacité maximum, donc lorsqu'on utilise de la concentration, utiliser de la concentration, c'est augmenter le rendement des cellules solaires. J'en parlerai un petit peu, enfin on peut discuter de pourquoi, mais vous avez vu que le potentiel chimique dépendait de l'intensité du rayonnement incident, était d'autant plus élevé que le rayonnement incident était plus intense. Donc on comprend bien que ça doit conduire à des rendements plus élevés. Là, vous voyez, ça c'est la simple jonction. Ça, c'est la double jonction, donc là, en faisant un calcul du même type que celui de Shockley-Queisser, 3 jonctions, 4 jonctions, etc. Et puis vous voyez que les cellules ici, on a des doubles jonctions qui arrivent, qui sont un peu au-dessus des simples jonctions et qui arrivent à peine à la limite, etc. On est avec 5 jonctions, on est très très loin, vous voyez qu'on est assez loin des limites théoriques, effectivement, qui seraient atteignables, mais malgré tout, on arrive maintenant, dans les systèmes les meilleurs, on a jusqu'à 6 jonctions qui ont été mises, et donc vous voyez là ici un rendement de 47,1% sous concentration. Donc des rendements qui sont malgré tout quand même très significatifs et avec des concentrations qui restent modestes. Voilà. Alors vous voyez que vous avez un effet quand on rajoute des jonctions, et vous voyez que vous avez aussi un effet d'accroissement du rendement lorsque l'on concentre la lumière. Alors, ces cellules multijonctions les plus efficaces sont basées sur des matériaux 3,5. Ces matériaux 3,5, pour avoir des rendements très élevés, on fait de l'épitaxie. Donc, pour faire de l'épitaxie, il faut avoir des paramètres de maille qui soient adaptés. Donc, ça met pas mal de contraintes sur les choix de matériaux que l'on peut utiliser. Il y a également le coût de ces substrats-là. Donc, ces cellules-là vont dans l'espace. C'est des cellules qui sont assez chères, qui sont très efficaces, mais qui sont chères à fabriquer. Alors, il y a un autre point également, c'est que, évidemment, quand on passe de une cellule à deux, on gagne pas mal. Quand on passe de 2 à 3, on gagne encore, mais un peu moins, etc., etc. Et donc, il y a une loi, en fait, donc je la donne par curiosité si ça vous intéresse, mais en fait, voilà, le rendement limite en fonction du nombre de cellules suit une loi qui est de ce type-là, approché là-dessus. Mais évidemment, à la fois, plus on rajoute des cellules, plus le système est complexe, plus en pratique il y a de pertes. Il y a des pertes au niveau de la production, c'est de plus en plus compliqué à faire, mais il y a aussi des pertes optiques, parce qu'on fait un empilement de couches, donc les absorptions parasites sont multipliées, il y a des pertes électriques, etc. etc. D'accord ? Donc c'est un petit peu compliqué, on essaie de pousser le nombre, on arrive à faire des choses très efficaces à 5, à 6, et on peut essayer d'aller plus loin. Une autre voie pour avoir des choses qui soient praticables, c'est déjà tandem, c'est bien. Et donc on peut, au lieu de passer à des matériaux qui sont chers, coûteux, etc., on peut se baser sur des systèmes où on utilise ces couches minces polycristallines dont Daniel a parlé, le CIGS, les perovskites et d'autres, et que l'on va mettre en premier lieu sur du silicium, parce que le silicium, c'est une cellule solaire qui est produite en grande quantité, extrêmement abondante. Pas cher, qui fait un bon substrat, qui a une bande interdite qui est faible et qui est bien adapté aux conditions, qui a un gap qui est à peu près optimal pour faire des tandems, pour cette séparation du spectre solaire en 3 parties, une qui n'est pas absorbée, une qui est absorbée par la cellule top et une qui est absorbée par la cellule bottom, la cellule du bas, la cellule petit gap et grand gap. Voilà. Et donc là, vous voyez, par exemple, le record est obtenu par une cellule perovskite sur silicium, Oxford PV, donc qui est à 30%, qui est pas très très loin finalement de ce qu'on sait faire avec des matériaux épitaxiés 3,5. On peut également faire des tandems couche mince. Alors là, vous avez un autre exemple, un superbe projet là aussi qui associe plusieurs technologies qui a été initié par Daniel, donc avec l'idée d'utiliser du CUHA et C2 avec des couches 3,5 sur du silicium également, qui est une autre manière de faire aussi ces couches-là, et en essayant de jouer peut-être avec des possibilités de faire aussi de l'épitaxie ou d'avoir des meilleures relations d'épitaxie sur les matériaux, donc des matériaux qui sont encore moins d'effectifs possibles. Une autre approche que j'ai trouvée extrêmement intéressante, qui est sortie récemment, c'est l'idée de passer d'une diode. Ce qu'on vous a décrit finalement sont des diodes solaires, c'est de passer d'une diode à un phototransistor. On peut faire des diodes, donc une diode que l'on éclaire peut donner de la puissance. En fait, un transistor, une structure qui serait NPN, pourrait aussi donner de la puissance. Et donc, il y a des structures, par exemple des structures de ce type-là, avec des cellules silicium, avec des cellules, ce qu'on appelle contact en face arrière interdigité. Je pense qu'il y aura une conférence qui parlera de ça, qui sera dédiée au silicium
un petit peu plus tard, et donc sur laquelle on peut faire, comme sur un transistor, on peut mettre une autre couche. Et on a un système qui est de type phototransistor. Et ce que ça a d'intéressant, contrairement aux cellules ici qui sont en série, c'est que ces cellules en série, vous voyez, en fait, la perovskite et le silicium doivent finalement photogénérer la même quantité de lumière parce qu'elles doivent être traversées par le même courant. Et donc ça veut dire que si le spectre change, mon rendement change et que cet optimum qui est pris pour un spectre à M1.5 de référence, il est peut-être plus si optimal que ça si mon spectre change. Quand on a ce système-là, on arrive à être toujours au maximum du rendement possible, quel que soit le spectre, et donc on arrive à ajuster beaucoup mieux par rapport à des variations spectrales. Voilà. Le dernier point que je voudrais mentionner là-dessus, on a des cellules, donc on l'a dit, 95% aujourd'hui des cellules qui sont vendues, c'est des cellules silicium. Ces cellules silicium, elles saturent. En termes de rendement, hein, on est à 27%. La limite théorique, c'est 29%. Ça va être difficile de s'en rapprocher. Et donc maintenant, il faut passer à d'autres technologies. Donc la première technologie, c'est les tandems. Et vous voyez que l'approche, disons, qui aurait un coût, une chance industrielle, hein, finalement applicative, c'est de mettre des matériaux de type couche mince dessus. Et donc ça veut dire que ces couches minces que l'on va mettre dessus vont, en fait, puisque elles vont prendre la moitié du courant, mais elles vont avoir une tension supérieure, elles vont générer en fait à peu près les 2/3 de la puissance totale de la cellule solaire. Et donc ça, c'est un peu la même histoire que, vous voyez, les voitures hybrides. Avant, on avait des voitures à essence, et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, on va essayer des voitures hybrides. Les voitures hybrides, c'est une motorisation qui est mixte entre de l'essence et de l'électrique. Et donc, quand on commence à mettre de l'électrique dans la voiture, au bout d'un moment, ça fait des progrès. Et puis, si c'est finalement le moteur électrique qui fait avancer la voiture, à la fin, on se dit, mais pourquoi pas tout faire en couche mince ? Pourquoi pas tout faire en électrique? Et ce que l'on voit, c'est finalement ces technologies-là qui sont en train d'émerger sont peut-être la préfiguration de technologies qui soient purement couche mince, avec des cellules perovskite, CIGS perovskite, etc. etc. D'accord? Parce que, à la fin, évidemment, pourquoi utiliser autant de matériaux si on peut tout faire avec des systèmes qui soient plus simples? Voilà. Alors, on a parlé des cellules tandem. Est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, je vais vous parler d'approches alternatives. Elles sont aujourd'hui pas aussi efficaces, mais elles sont intéressantes. D'accord? Et donc, est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, on peut faire autrement. On peut avoir des systèmes dans lesquels, dans un seul matériau, on a une bande de valence, une bande de conduction, on a ces défauts. Ces défauts dont Daniel parle, qui sont des catalyseurs de recombinaison. Mais c'est des catalyseurs de recombinaison, mais aussi ils peuvent être des catalyseurs d'absorption. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un matériau de ce type-là avec des électrodes. Hein, on extrait les électrons et on peut les rentrer, mais on peut aussi pomper des électrons sur le niveau avec des photons d'énergie inférieure. Hein, donc faire un peu une échelle ici, d'accord? Et on va avoir des systèmes. Et donc là, on voit des systèmes ici avec des nitrures de gallium, enfin un nitrure de gallium et d'arsenic. Un arsenure GaNAS ici, donc, qui est un matériau prototype dans lequel on peut créer ce type de bande de défaut ici, avec lesquels on a pu montrer effectivement qu'il y avait des effets spectroscopiques qui étaient associés à ce pompage-là d'électrons par des photons, et donc peut-être arriver avec un seul matériau faire le même travail que ferait une triple jonction, d'accord, puisqu'on a 3 transitions ici. 1, 2 et 3, en fait, on peut montrer que ce système-là est équivalent à une triple jonction avec un seul matériau. Il y a également des effets qui ont été vus dans des nanostructures, ici par exemple, avec des systèmes avec des puits quantiques, des quantum dots. Alors, on détecte des effets, mais comme Daniel en a parlé, effectivement, ces niveaux-là, aussi bien ils sont capables effectivement de faciliter la promotion d'électrons ici à là, mais micro-réversibilité oblige, il catalyse également la redescente des électrons qui sont là vers la bande de valence. Et donc, ce qui fait que ces systèmes-là sont en fait extrêmement sensibles aux défauts. Alors, comment on peut faire? Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle des ratchets. Donc, ratchets, si vous vous rappelez, si certains d'entre vous peut-être vous connaissez les livres, les œuvres de Richard Feynman. Richard Feynman, donc, qui avait décrit ce système de roue à hocher, et donc en fait, dont on peut montrer qu'en fait, il est équivalent, enfin, qui se comporte comme une diode. Je vous renvoie en fait au livre de mécanique, hein, les cours de Feynman.
là-dessus. Eh bien, ces systèmes, effectivement, d'avoir des ratchets, d'avoir finalement ici une pompe à électrons, donc on peut absorber ici, mais ces électrons-là, si on peut les collecter dans un autre matériau et avoir une deuxième bande interdite, donc ici, de récupérer ces électrons qui sont promus ici pour pas qu'ils restent trop longtemps là et qu'ils puissent avoir leur combinaison, on a des systèmes dont on peut montrer qu'ils sont beaucoup moins sensibles aux défauts, par exemple à une faible absorption à ce niveau-là ou à des recombinaisons non radiatives. Voilà. Donc ça, ce sont des simulations qui ont été faites avec les collègues de Marseille. Voilà. Donc il y a un certain nombre de systèmes qui ont été proposés, des systèmes avec inspirés des lasers à cascade, cascade quantique, des matériaux 2D dans lesquels, dans l'espace réciproque, il y a aussi des bandes qui apparaissent, il y a l'opportunité de jouer sur des transitions indirectes pour faire ces effets-là, ou des effets associés à la spintronique également, où on peut, avec des règles de sélection sur le spin, ou sur la quantité de mouvement, ou avec les interactions phonons, avec lesquelles on peut espérer construire ce type de structure. Une deuxième approche qui est intéressante, parce que je suis obligé d'aller un petit peu vite, je pense que je suis un petit peu en retard, mais j'espère que ça... c'est d'avoir un photon très énergétique, et ce qui existe dans tous les niveaux. Si j'ai un photon qui est très énergétique, en fait, il va promouvoir une paire électron-trou ici, et cette paire électron-trou, avec un électron qui va être extrêmement haut dans la bande de conduction, très excité, il peut soit produire de la chaleur, comme on a discuté, mais il peut également céder son énergie à un autre électron qui est dans la bande de valence, de manière à produire une deuxième paire électron-trou. Et ça, ces phénomènes, ils sont mesurés dans toute une quantité de matériaux. Et si on a une énergie de photon qui est suffisante par rapport à l'énergie de gap, c'est un phénomène qu'on va automatiquement voir. C'est l'effet Auger inverse, dit ionisation par impact. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a quelques années, au NREL, il y a des matériaux qui montrent ce genre d'effet, du PBSE. Donc là, vous voyez ici des mesures qui sont purement optiques, qui ont été mises, donc c'est quantum dot, avec un polymère conducteur, pour extraire les paires électron-trous qui étaient formées. On a vu qu'effectivement, dans l'UV, on arrivait à extraire plus d'une paire électron-trous par photon incident. Là, vous voyez, ici, en fait, si on prend le rendement quantique interne, si on enlève la réflexion, on est à plus de 120%. Donc en fait, on a un petit rendement supplémentaire. Alors ce n'est pas des effets qui sont énormes, mais c'est peut-être précurseur de quelque chose d'autre et précurseur d'une possibilité de faire des cellules solaires qui fonctionnent avec des principes différents de ceux qui avaient été retenus pour le modèle de Shockley Quasar et donc qui permettent finalement à des rendements supérieurs de ce qui était montré. Bon, alors je vais passer tout ça parce que je n'ai pas le temps. Il y a des choses très intéressantes à discuter là-dessus et comment on peut, effectivement, avec ce système-là, aussi aller à des rendements ultimes là-dessus. Un dernier système dont je voudrais parler, c'est les cellules à porteurs chauds, sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc ça, il s'agit d'avoir des paires électron-trous qui sont formées. Effectivement, initialement, les électrons, ils ont une énergie cinétique qui est très supérieure à kT, 3,5 kT. Mais si on est capable de les extraire avant qu'ils thermalisent, avant que le système est thermalisé complètement, eh bien, on peut avoir un système mixte entre un effet photovoltaïque et un effet thermoélectrique, et là aussi avoir des rendements très élevés de l'ordre de 85%. C'est quelque chose qui a été proposé par Ross et Nozick dans les années 80. Donc vous voyez des choses qui sont équivalentes, quasiment très très proches de ce qu'on peut faire avec des cellules solaires multijonctions, à la limite d'une infinité de niveaux. Et donc là encore, on a un système très très simple qui permet de travailler là-dessus. Donc on a réalisé récemment des prototypes de ces dispositifs-là avec des systèmes qui sont très fins, dans lesquels on est capable d'avoir des thermalisations qui sont ralenties par des effets de confinement, d'avoir des puissances, enfin de travailler à des puissances solaires incidentes qui font que l'on sature en quelque part les processus de thermalisation et de faire fonctionner des cellules solaires avec des porteurs. Vous voyez là ici une température qui est mesurée par photoluminescence, comme je l'ai expliqué, donc qui sont mesurées, qui atteignent pour l'optimum autour de 600 Kelvin. Et donc vous voyez pour des cellules qui sont avec des porteurs qui sont à 600 Kelvin, on voit en fonction de l'intensité d'excitation, là ici on est autour de 600 Kelvin et on est à plus de 15 000 soleils en fait. Et on a des rendements alors qui restent modestes de 10%, mais on arrive à avoir des systèmes qui fonctionnent très très bien à ces valeurs-là, avec des porteurs qui sont chauds et pour lesquels en fait on peut montrer qu'on a un gain effectivement par rapport à ce qu'on aurait par rapport à des porteurs froids idéalement. Mais on n'a pas encore, évidemment, on est obligé de travailler avec des lasers, on ne peut pas faire ça avec des lumières solaires, on est encore très très loin de l'application. Et comme illustration de l'effet thermoélectrique,
En fait, vous voyez qu'ici, avec la photoluminescence, on mesure à la fois le potentiel chimique des paires électrons-trous, on mesure également la température, et donc on peut mettre en évidence un effet thermoélectrique dans ces systèmes-là par des mesures optiques. Et là encore, on peut expliquer pourquoi on arrive à des rendements qui sont optimum, là aussi, parce que, vous voyez, ça c'est une droite, et en fait, bon, je n'ai pas le temps d'en parler. Le dernier, dans les points qui sont exotiques, on peut également faire des conversions de photons. On peut prendre des photons qui sont infrarouges et les pomper de manière à avoir des photons qui sont de plus haute énergie, qui sont absorbés par une cellule solaire. Donc c'est le cas ici, hein, où on peut avoir au contraire une cellule solaire petit gap dans lequel on a un photon qui va faire ce qu'on appelle du photon cutting et qui va donner 2 photons qui vont éclairer la cellule solaire. Ça permet aussi des gains de rendement. Il y a des systèmes qui permettent de le faire, avec des analysations triplé ou d'autres qui sont intéressants, sur lesquels, là, vous voyez par exemple une application avec du tétracène sur du silicium. Vous voyez là un gain dans des conditions un peu particulières, donc ce n'est pas un vrai rendement de cellules solaires, mais vous voyez on voit effectivement ces effets d'injection de paires, à partir d'un singulier, on injecte des triplés dans le silicium et on voit un gain de rendement, donc on a effectivement plus de paires électrons-trous par photon que ce que l'on pourrait attendre normalement. Donc vous voyez un système qui est très riche, pareil sur l'up conversion. Il y a des systèmes aussi qui sont très intéressants, qui donnent lieu aussi à des rendements sur cellules solaires avec lesquels on éclaire dans l'infrarouge à des longueurs d'onde qui ne sont pas absorbées par le silicium. Et effectivement, avec des matériaux qui font cette conversion-là, on montre que l'on peut avoir un gain en rendement quantique dans des régions dans lesquelles normalement le silicium ne devrait pas absorber. Donc là aussi, c'est des effets qui sont faibles, c'est un peu des curiosités de laboratoire, mais c'est quand même très intéressant, très prometteur, et c'est un sujet de recherche intense. Alors, j'avais promis de parler de soutenabilité, et je vais en parler, je vais être très vite là-dessus, je pense que je suis très en retard sur les choses. Voilà, donc la soutenabilité, c'est le fait qu'on a 19 terawatts installés, dont 7,5 terawatts électriques actuellement. On a 700 gigawatts de photovoltaïque, c'est énorme, hein, 700 gigawatts, c'est à peu près 5000 km². Alors, ce n'est pas des champs, hein, il y a une partie qui est installée sur des toits, etc. Mais c'est quand même, donc moins que la surface, je vais vous montrer que la surface, enfin on peut discuter, mais la surface n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est qu'on utilise beaucoup de matériaux. C'est que pour une cellule solaire, on a ces 50 millions de tonnes, hein, à peu près, si on fait un calcul par rapport à ce que pèse un panneau solaire classique, on est de l'ordre de 50 millions de tonnes de matériaux, essentiellement du verre pour des panneaux verts. Et donc, c'est pas tellement, on a l'abondance des éléments, le silicium, on en utilise pas mal, hein, c'est quand même 2 millions de tonnes de silicium cristallin, mais c'est aussi tous les matériaux de contact, etc. Et donc là, il y a vraiment une question sur, on a des panneaux solaires qui étaient adaptés à un certain volume de production, à un certain niveau d'utilisation, et là, maintenant, il y a vraiment des opportunités, des besoins, hein, et donc des opportunités pour la recherche, de faire évoluer des procédés de fabrication, et de penser à avoir une économie d'atomes, d'avoir, voilà, si on compare, par exemple, le verre, hein, ce qu'il faudrait comme verre, ça c'est une étude du MIT, Future Solar Energy, ce qu'il faudrait pour avoir 100% de l'électricité totale qui soit avec des panneaux verts classiques, bah vous voyez que c'est quand même des quantités, là ici on est à, ça c'est 10 ans de production, d'accord. Alors les panneaux ils durent 20 ans, mais vous voyez qu'on a quand même une fraction significative de la production mondiale de verre qui serait utilisée pour les panneaux solaires. Donc il faudrait les faire autrement. Alors la chance qu'on a, c'est qu'en fait, un matériau photovoltaïque, il y a besoin de très peu de matériaux en fait, pour faire une conversion photovoltaïque. Et ça, c'est ce que je voudrais vous montrer avec la figure suivante. Si je prends la puissance volumique, qui est générée par un convertisseur classique, par exemple une centrale thermique classique, on a du mal à travailler à plus de quelques centaines de watts par centimètre cube. C'est typiquement ce que l'on a dans les systèmes à eau bouillante, quelle que soit la manière qu'on choisit de faire bouillir l'eau. Par contre, si on regarde par centimètre cube de cellules solaires, quelle est la puissance que l'on a? Alors, si on prend du silicium cristallin, on est à peu près à 1 watt, l'ordre de 1 watt par centimètre cube. Et si on concentre un petit peu, donc ça c'est un soleil, et puis là ici ce serait si on concentre. Alors évidemment, si on concentre, on peut en avoir davantage. Mais dans le silicium, c'est difficile, il est épais, c'est difficile de tirer les paires électrons-trous, donc c'est un peu difficile. Là, j'ai mis en grisé ce qu'on pourrait peut-être espérer. Alors au passage, ça c'est la puissance au cœur du Soleil. Enfin, si on fait la moyenne dans le Soleil, c'est pas beaucoup. Hein. Le Soleil génère énormément, mais en fait, il n'y a pas de. Si on fait la puissance moyenne qui est générée dans le Soleil, par centimètre cube, on est inférieur au milliwatt. Alors vous voyez là ici le silicium. Si je prends des matériaux plus minces comme le CIGS, avec des rendements de 20%, ben oui, on est à peu près là. Donc on est quand même à des puissances par unité de volume qui ne sont quand même pas négligeables. Et puis je vais vous montrer qu'on peut faire des matériaux qui sont très fins.
Et donc là, on peut être au-delà, hein, sans concentrer. Hein. Voilà. Et puis si on concentre, évidemment, on peut aller très au-dessus. Et quelque part, la cellule à porteur chaud que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait 100 nanomètres, elle est dans cette gamme-là, hein, laquelle on travaillait à plus de... Enfin, elle travaillait à 15 000 soleils, donc ici à peu près. Et puis, on pouvait concentrer encore plus... Enfin, on pense qu'on pourrait travailler avec des puissances encore plus élevées qu'on ne pourrait pas faire avec notre Soleil, mais on peut avoir des densités de puissance qui sont complètement, qui seraient incroyables en fait. Hein. Voilà. Et si on va vers des matériaux monomoléculaires, par exemple on pense aux matériaux 2D qui absorbent bien, alors ils absorbent quand même pas suffisamment, ben, peut-être qu'aussi on peut avoir là aussi des densités de puissance qui sont aussi très importantes. Et donc vous voyez là ici, si je pense en matériaux ultimes qui aurait, disons, quelques dizaines de nanomètres, avec des approches de photonique que je vais vous montrer maintenant, ben on aurait des densités de puissance qui sont quand même considérables. Ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup de centimètres cubes. Alors ici, je concentre encore moins. Et vous voyez là qu'en fait, si je compare par rapport à ce qu'on peut faire, ben en fait, ici, par rapport aux matériaux que l'on a aujourd'hui, ben, sur le rendement, si on prend les rendements ultimes, on a un facteur 4. Si on prend de la photonique pour arriver à concentrer l'absorption dans un volume très très petit du piégeage optique, on peut gagner entre facteur 10 et 100. Si on va sur la concentration, on peut avoir un facteur encore qui est énorme. Et vous voyez qu'en fait, il suffit de quelques centimètres cubes de matériaux actifs pour produire des gigawatts. Et donc, la question des matériaux actifs, pour moi, ne sont pas un problème fondamental. Après, c'est un problème concret. Je veux dire que là, on est quand même sur des choses qui sont ultimes et qu'on est très très loin de ces valeurs-là. Voilà. Alors, comment on fait du piégeage optique? En fait, ce qu'on fait d'habitude, on a une cellule solaire, on a un matériau, et puis on a des photons, et puis on a la loi de Beer-Lambert, et puis les photons, ils sont absorbés, donc ce qu'on appelle un simple passage. Donc c'est absorbé, donc il faut un matériau qui est suffisamment épais pour collecter les porteurs, et cette épaisseur ne peut pas être trop grande, parce que Daniel a parlé de la longueur diffusion. Si le matériau est trop épais, les paires électrons qu'on génère, on ne les collecte pas aux électrodes. Alors, ce qu'on peut faire de mieux, c'est qu'on peut mettre un miroir en face arrière, et donc là, on a un double passage, donc on peut diviser par 2. Mais en fait, on peut être encore plus sioux en mettant ici une texturation en surface. Alors on a ce qu'on appelle une texturation qui est lambertienne, c'est-à-dire quelque chose dans lequel les photons vont être diffusés de manière complètement aléatoire dans le matériau. Et ce matériau-là, il a un indice optique qui est plus grand que l'air. Et donc vous savez que dans un matériau qui a un indice optique plus grand que l'air, eh bien, il y a une réflexion interne totale. Qui fait que les photons, une fois qu'ils sont dedans, ils vont circuler un certain temps avant de pouvoir ressortir, en moyenne. Et en moyenne, ils ont un parcours qui est allongé de 4 fois le carré de l'indice. Ça fait un facteur 50. Et si on a des approches qui sont un petit peu plus élaborées, en faisant des cavités optiques résonantes, multirésonantes, donc aux longueurs d'onde intéressantes pour ce faire, on peut avoir encore un facteur pi. Donc, de manière ultime, on pourrait avoir un gain de 150 fois. Ça voudrait dire concrètement qu'on pourrait diviser par 150 la quantité de matière qu'on utilise. Donc ça, c'est la justification du chiffre que je vous ai montré. Et donc Lambertia, c'était un modèle Jablonovitch, j'aurais dû mettre la référence, je la rajouterai dans les slides, mais ça veut dire qu'on pourrait passer, pour des cellules par exemple de GAS qui font 2 microns d'épaisseur, on pourrait descendre à 30 nanomètres. Donc en gardant des rendements qui sont élevés. Alors on peut faire ça sur du silicium aussi, je vais passer. Il y a une très très belle réalisation qui a été faite dernièrement au C2N. Et là aussi, il faut que je rajoute la référence. Donc ils ont réalisé une cellule qui a 20%, qui fait 200 nanomètres d'épaisseur. Vous voyez, 200 nanomètres d'épaisseur, qui a 20% de rendement, donc qui est 10 fois plus fine que les cellules GAS record qui sont qui sont presque à 30% de rendement, en faisant des structures photoniques qui permettent de piéger la lumière. Et donc ça, c'est une réalisation expérimentale, sachant que théoriquement, il y a des solutions théoriques pour avoir à cette épaisseur-là exactement le même rendement, enfin voilà, le même courant que l'on est capable d'extraire aujourd'hui de cellules solaires. Et vous avez ici les réponses spectrales expérimentales de ces cellules-là. Donc une cellule 10 fois plus fine, c'est possible. Et donc il y a encore des travaux qui sont en cours pour réduire encore. Je pense que je vais passer sur la concentration. La concentration aussi, vous voyez là ici sur des cellules qui sont toutes petites ici, où on concentre la lumière. Celle-là à base de GAS, celle-ci, celle que je vous ai déjà montrée à base de 3,5. Donc vous voyez que quand on concentre la lumière, l'efficacité augmente et puis elle sature. Et elle sature parce que ici d'abord on augmente, donc on a de plus en plus de paires électrons, on augmente la tension, donc ça augmente. Et puis ensuite on a quand même des problèmes pour extraire les électrons, des chutes ohmiques, de résistance série.
Et donc là, ça sature, on perd en rendement, et puis ensuite, la cellule chauffe, et donc là, carrément, on diminue en rendement. Et donc, vous voyez qu'on a ces problèmes-là, mais la concentration, c'est aussi un moyen de gagner efficacement sur le rendement. Voilà. Donc, en faisant des cellules toutes petites, on arrive à résoudre ces problèmes d'extraction, enfin, on limite les problèmes d'extraction d'électrons, de chaleur, etc. Et donc, on est capable de monter maintenant à 100 000 soleils, équivalents avec des lasers, donc avoir des conversions efficaces jusqu'à des concentrations extrêmement élevées. Ça, je vais passer. Le dernier problème dont je parle, c'est vraiment le tout dernier truc, c'est on a parlé du problème de facteur de charge. Les cellules solaires aujourd'hui, en France, en moyenne, c'est pas très bon, c'est 15%. Alors, aux États-Unis, ils sont entre 20 et 25%, j'ai vu. Alors pourquoi ils sont entre 20 et 25%? Parce que eux, leurs cellules solaires, c'est beaucoup des fermes solaires, ils les mettent sur des trackers. Alors évidemment, quand on a une cellule solaire qui est fixe et puis le soleil qui tourne, évidemment, elle n'est pas tout le temps face au soleil, d'accord? Voilà. Et donc, si on met un panneau solaire qui est tout le temps face au soleil, finalement, il utilise bien toute la puissance qui est incidente dessus. Sinon, il y a un facteur cosinus, c'est de la géométrie. Il intercepte, quand il y a un angle, il intercepte un rayonnement qui est moindre que quand il est en face. D'accord, voilà. Et donc, en mettant des trackers, on peut on peut gagner une partie significative. Mais c'est vrai qu'on a une interrogation si on se dit, quand même, c'est dommage, parce que finalement, le soleil, voilà, nos cellules elles fonctionnent 15% du temps. On peut gagner un peu avec du tracking, mais finalement, le soleil, il brille tout le temps. D'accord? Donc c'est un petit peu dommage sur les choses. Alors voilà, vous voyez le fait que ce facteur de charge, c'est quand même un problème, effectivement, pour différentes raisons que je ne vais pas détailler. Alors pourquoi ne pas aller à l'endroit où le soleil brille tout le temps? Alors ce qui est intéressant, c'est voilà, vous avez ici le facteur de charge d'un panneau solaire qui est au sol et qui est fixe. Voilà. Si on le met en altitude et qu'on le tourne vers le soleil, donc à 6 km ou à 12 km, alors d'une part, il y a moins de nuages, d'une part, l'atmosphère est plus transparente, d'autre part, on peut effectivement être face au soleil quasiment tout le temps, et donc vous voyez qu'on peut avoir une puissance qui est considérablement supérieure à celle qu'on peut avoir au sol. Alors, il y a des projets un petit peu fous. Là, ici, vous voyez un espèce de flotteur avec couvert de panneaux solaires qui serait en altitude. Ça, c'est un projet californien. Avec, vous voyez, voilà, 3 cents au kilowattheure. J'ai repris ce qui est sur le site, donc on en pense qu'on veut, mais c'est aussi des choses qui intéressent Thales, par exemple, avec effectivement des systèmes qui remplaceraient des satellites, des ballons dirigeables qui seraient en altitude et qui collecteraient l'énergie solaire. Voilà. Et donc, il y a aussi, non seulement il y a beaucoup de place en bas, comme disait Feynman, mais il y a aussi beaucoup de place en haut, comme disait un anonyme du XXe siècle, 21e siècle. Voilà. Et donc, on a travaillé dessus, en particulier avec des collègues japonais là-dessus, en essayant d'imaginer ce que pourraient être des cellules solaires qui seraient en altitude, donc avec des ballons captifs, donc avec des structures qui seraient très légères, dans lesquelles, et vous voyez que là, un système qui aurait 35 mètres de rayon, donc qui intercepterait donc une taille relativement modeste, qui serait peut-être à 6 km d'altitude, qui serait rempli donc d'un gaz léger. Donc on fait des calculs de poids, etc. Et avec des cellules solaires à 20%, cette surface-là, compte tenu du flux et de la capacité, etc., on aurait une puissance nominale autour du mégawatt, mais avec un facteur de charge qui serait autour de 50% du lever au coucher du soleil. Donc on a un gain énorme. Donc on fait des premières études de coût, ça paraît très très intéressant. Et un autre point qui est très très intéressant, c'est le fait que finalement il y a un gaz qui est très très léger, qui est l'hydrogène. Et donc, finalement, pour donner du lift, pour que ces ballons tiennent, finalement, on pourrait imaginer qu'ils soient en partie remplis d'hydrogène. Alors, ballon avec hydrogène, je sais que ça réveille des choses, mais en fait, on peut en discuter. Sachez qu'il y a des courses de ballons remplis avec de l'hydrogène, ça se fait tous les ans. Donc, c'est un problème. On a fait beaucoup de progrès depuis Hindenburg, en fait. Et donc, ces ballons-là qui remplissent d'hydrogène, ce volume-là d'hydrogène, en fait, c'est à peu près 8 jours de production de cette centrale solaire. Donc vous voyez qu'il y a un système qui peut tourner, qui peut fournir en continu de l'énergie avec une emprise au sol très faible, avec des matériaux légers, beaucoup plus légers que du verre, des polymères, que l'on espère recyclables. Et donc finalement, la possibilité d'utiliser des cellules beaucoup plus efficaces que celles qu'on utilise au sol, etc., etc. Et donc il y a des choses qui sont intéressantes. Ça, c'est pour vous dire que si on regarde de manière un petit peu large, de manière fondamentale, finalement, on pourrait espérer avoir donc une énergie solaire qui peut-être qui serait effectivement, beaucoup d'avantages par rapport à ce qu'on a proposé. Donc là, si je reprends le coût ici,
en prenant effectivement des procédés qui seraient innovants, des rendements par rapport à ce que je vous ai dit, tous ces facteurs, hein, donc le facteur de charge, l'efficacité, les coûts de production, donc des choses avec des matériaux légers, pas chers, des polymères, peut-être une durée de vie qui sera assez longue, et ben on peut espérer des coûts au niveau simplement de la partie production, hein, de la cellule solaire qui soit extrêmement bas. D'accord ? À la limite, une énergie qui soit presque gratuite. Et je voudrais terminer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on ferait d'une énergie solaire qui serait gratuite tout le temps, à faible empreinte solaire, enfin empreinte environnementale, puisqu'on utilise des matériaux légers, très peu de matériaux fondamentaux, une empreinte au sol très faible, puisque c'est un câble, d'accord ? Et donc, finalement, la limite, c'est quoi ? Ben, la limite, c'est un peu ce qu'on en fera. Et là, peut-être que, je pense, je touche au point là, qui me tient à cœur, on voit tous les débats sur la sobriété énergétique, et on se dit de l'énergie, on peut en avoir toujours plus. Il y en a énormément, en fait. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? D'accord ? À quoi vous l'utilisez ? Qu'en ferons-nous ? Cette énergie-là, même si elle est gratuite, même si sa production a une faible empreinte, son utilisation, ce n'est pas sûr qu'elle ait une faible empreinte. D'accord ? Et donc tout ça, je pense que c'est des questions qui s'ouvrent pour le XXIe siècle et au-delà. Et je vous remercie. Et je suis désolé d'avoir été trop long.